On va maintenant parler d'un lieu qui va devenir peut-être, possiblement, vous verrez demain, on va aller plus loin que ce qu'on va dire aujourd'hui, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur l'île de Kharg. Aujourd'hui, lorsque on essaye de mettre les pièces du puzzle ensemble, le fait que vous allez le voir depuis des jours, les médias pro-Trump non seulement préparent l'opinion américaine à une intervention à Kharg, incitent Donald Trump à aller à Kharg. On va revenir sur tout ça. On est dans une situation, on va beaucoup parler donc de cette île parce que potentiellement, cela pourrait être un des objectifs de ces troupes américaines qui sont dans les différents navires. On vous a montré le USS Tripoli et les autres qui sont partis depuis San Diego, ces fameux 5000 Marines. Donc on va regarder tout de suite une carte que vous voyez, une carte qui a été publiée par Le Monde pour vous montrer où ça se trouve. Donc c'est une toute petite île, mais c'est un centre névralgique de l'économie iranienne parce que 90%, en gros 90% de la production pétrolière passe par Kharg. Donc vous voyez aussi, hein, c'est important que la distance avec Hormuz. Parce que très souvent, on mélange un petit peu, on se dit, ouais, ils vont prendre Kharg pour récupérer Hormuz. C'est plus compliqué que ça. Il y a un plan derrière en se disant, bah, tiens, si on va, je vous en ai parlé, si on va prendre le contrôle de l'île de Kharg, résultat, on va forcer la main des Iraniens et les obliger à libérer Hormuz. Alors évidemment, avec des tas de questions, c'est que vous voyez bien où se trouve l'île de Kharg. Non seulement c'est très proche des côtes iraniennes, moins d'une vingtaine de kilomètres. Pourquoi ça a été construit là ? Je pense que Thomas, on a le reste de cet article, centre névralgique du Monde, qui vous explique que donc c'est un point névralgique parce que c'est non seulement le trafic, mais c'est parce que l'eau était suffisamment profonde pour avoir les supertankers. Donc ça a été équipé dans les années 60 par une compagnie pétrolière américaine. C'est important parce que Donald Trump pourrait utiliser, pourquoi pas, le même argument qu'il a utilisé pour le Venezuela, de dire qu'on allait prendre le contrôle du pétrole au Venezuela parce que les structures avaient été construites par les États-Unis. Hein. On devait nous rendre ce qui était à nous. Là, vous voyez que c'est Amoco qui a fait ça dans les années 60. Et donc, on est à une vingtaine de kilomètres. Donc, on va retourner sur cette... vas-y, montre-nous quelques photos du lieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment un endroit qui est minuscule. Et c'est minuscule à l'échelle du pays. Et c'est pour ça que du côté américain, on se dit que c'est possible de venir occuper l'île avec peu de militaires. En fait, l'idée, quelque part, et vous allez voir comme du côté de Donald Trump, tout se recycle, tout nous renvoie à 1983. Alors, je pense qu'Audit a dû envoyer des photographies. Et en 83, il y a une opération militaire où on utilise le même style de structure que ce qui est en train de se préparer. C'est à Grenade. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans cette île, dans la zone d'influence américaine, où il y a eu des changements électoraux. Et en 1983, on se dit qu'on part sur une situation qui est similaire à ce que les Iraniens ont fait en 1979 en Téhéran avec la prise d'otage des Américains. Là, on a peur du côté américain que le nouveau gouvernement du côté de Grenade prenne en otage les étudiants américains qui sont sur place et que, au-delà de ça, on sait que le gouvernement est favorable à Cuba, est un allié de Cuba. Il y a des forces militaires de Cuba qui sont à Grenade. Et on se dit, voilà, ça va faire une rampe de lancement pour l'influence de Cuba dans une zone qui est aujourd'hui la zone de l'Amérique latine. Donc, il faut que l'on agisse. Et donc,
c'est Reagan à ce moment qui est président. On va lancer une opération militaire. Cody vous a mis plusieurs photos de cette opération militaire. On est à la fin du mois d'octobre. C'est une opération qui va durer jusqu'à la fin du mois de novembre ou décembre, je ne m'en rappelle plus. On va voir la date tout de suite. Et qui est évidemment une énorme polémique à l'époque parce que les États-Unis, donc c'était jusqu'au 2 novembre, les États-Unis envahissent un pays indépendant pour installer un régime pro-démocratique, certes, mais qui leur est favorable. Et ce qui est extrêmement intéressant, regardez, donc ce sont toutes ces opérations en 1983, on a oublié parce qu'il y a tellement de choses, c'est le nom de cette opération. Je vais vous montrer un rapport officiel d'analyse de ce qui s'est passé. Regardez. Non, c'est pas des blagues. C'est l'opération Urgent Fury. Et donc, on est presque dans le Epic On est presque dans le Epic qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport assez intéressant sur toute la manière dont l'opération s'est déroulée de octobre à novembre. Regardez ça, c'est le rapport. Donc, 83, il commence, 12 octobre jusqu'au 2 novembre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'opération donc Urgent Fury qui sert un petit peu de modèle aujourd'hui à ce que pourrait être cette intervention américaine du côté de l'île de Karg. C'est le même nombre de personnes. Il faut le savoir, on utilise le même nombre de soldats, le même style de bataillon qui est venu combattre. Bon, cette fois-ci, il fallait évacuer, d'où les hélicoptères, il fallait évacuer des Américains parce qu'on craignait qu'ils se retrouvent otages. Mais voilà, je ne sais pas si... c'est intéressant le parallèle. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais le fait d'avoir baptisé cette opération américaine en cours Epic Fury et recycler des choses de l'opération Urgent Fury, je trouve que c'est assez fou. Non, c'est fou. En plus, voilà, on compare souvent Reagan, ou Trump aime bien se comparer plutôt à Reagan. Cette histoire de là où vous avez vu, l'opération, pour le coup, était urgente et rapide du fait qu'elle a duré moins d'un mois du 12 octobre au 2 novembre. Et si en plus on voit le parallèle des nombres de soldats et que les plans sont similaires, voilà. Voilà, donc les plans sont assez proches. S'il y a une intervention américaine, et c'est un énorme si, on va le voir, on va regarder justement pour mieux connaître le lieu, pour savoir comment c'est important, cette courte vidéo qui vous présente cette fameuse île de Karg pour que vous compreniez les enjeux du lieu. Vas-y Thomas. Tamara Koblawi is Iran's oil exports hinge on Karg Island. It sits about 35 kilometers off Iran's coast in the Gulf. Up to 95% of Iran's crude exports pass through here, making Karg the backbone of Tehran's oil economy. Pipelines from oil fields across Iran feed into the island. Supertankers dock here to load millions of barrels of crude. Karg became central to Iran's oil trade in the 1950s. By the 1970s, it was one of the world's largest oil export terminals. During the Iran-Iraq War, Iraqi jets repeatedly bombed the island. Iran repaired the facilities and kept exports flowing. Today, Karg remains Iran's main gateway to global energy markets. If the terminal shuts down, most of Iran's oil exports would stop. That could remove millions of barrels of oil from the global supply and push oil prices sharply up. US officials have discussed strikes on Iranian targets, but analysts say Karg Island has been avoided because a strike on this small island could disrupt the global oil market and shake up the world. Alors, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'elle a été réalisée avant les frappes, parce qu'il y a eu des frappes qui ont été faites par l'armée américaine, demandées par Trump, justement sur ce que lui dit être les installations
les installations militaires. Et vous comprenez bien que l'enjeu de Karg dépasse le cadre de l'Iran. Parce que oui, 90 à 95% des exports passent par là. Donc, s'il n'y a plus des exports, ça veut dire que l'économie iranienne, en théorie, on va dire, en théorie, s'effondre complètement. Mais ça veut dire aussi que le risque, et c'est un risque d'attaquer Karg, c'est que on se retrouve à venir encore plus dérégler les marchés. Parce que d'un coup, s'il n'y a plus la structure de Karg, résultat, il y a une grande majorité, 95%. ouais, 95% des exports vers le monde qui passent. Alors évidemment, dans cette zone, il n'y a pas que le pétrole iranien, mais une partie de ce pétrole iranien qui part entre autres vers la Chine ne pourra plus partir. Et donc, l'idée d'aller à Karg, c'est peut-être le risque de détruire, que ce soit du côté des Américains ou du côté des Iraniens qui ne voudront pas se retrouver dans cette situation de chantage. C'était un petit peu ce que nous disait Yann de Carte du Monde, en disant les Iraniens, ils préféreront détruire l'île que de la passer aux Américains, lancerait le monde dans une récession économique pendant de nombreux mois, parce qu'il y aurait une partie du pétrole iranien qui ne pourrait plus venir être vendu au reste du monde. C'est extrêmement important. On reviendra demain sur cet aspect du pétrole parce que c'est la deuxième partie de notre édition spéciale Objectif Pétrole, parce que c'est l'enjeu qu'il faut garder en tête derrière tout ça. Alors, ce qui est intéressant, je vous disais, c'est qu'il y a eu une frappe. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que cette frappe qui a été faite par les États-Unis, c'était en fait l'idée d'envoyer un message aux Iraniens. Et c'est là que l'on voit que les Iraniens n'ont pas la même logique et les mêmes buts que les Américains. C'est que, regardez, lorsque il y a une semaine, les États-Unis ont fait cette frappe-là, ils se sont dit, ben voilà, c'est ce qu'on appelle a shot across the bow, c'est de se dire, ben regardez, on est prêt à détruire Karg si vous ne réouvrez pas Hormuz. On est une semaine après et il y a eu les frappes. Les Iraniens, ils ont répondu, mais ils n'ont pas réouvert Hormuz. Donc c'est un véritable problème. Et donc aujourd'hui, du côté américain, on se dit que ça va être une manière de la récupération de Karg de venir mettre une pression sur les Iraniens. C'est le plan. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, de se dire, voilà, ce dont on a besoin, on est dans cette logique de Donald Trump, de dire, voilà, on fait des deals. Comment on fait des deals ? C'est qu'il faut qu'on ait des cartes en main lorsqu'on se met à la table des négociations. Et donc, la carte en main qu'on va avoir, c'est de prendre l'île pour mettre la pression. C'est ce que disait Kilmeade. Et évidemment, et ce n'est pas un hasard, on n'est pas surpris, c'est exactement l'idée à la Maison-Blanche aujourd'hui, de se dire on va prendre Karg et résultat, les Iraniens vont céder sur le reste parce qu'ils ne veulent pas perdre Karg. Donc, c'est défini, vous voyez, donc là c'est un expert qui est interrogé en disant, ben voilà, évidemment, ça change la donne aux États-Unis d'engager des troupes, mais c'est un point extrême de pression. Et c'est tout le calcul derrière les Américains, c'est de se dire on va avoir cette pression-là. Et Axios, encore une fois, a été le premier hier, justement avant le message de Donald Trump, de mettre en avant que c'était vraiment ce qu'on préparait, un takeover de Karg Island. Donc une prise de contrôle pour forcer l'Iran à ouvrir le détroit. Donc quand Brian Kilmeade parlait de prendre l'île en otage, pour après leur dire on ne vous donne pas l'île tant que vous n'avez pas ouvert le détroit d'Ormuz,
c'est vraiment une tactique qu'on est en train de considérer et on va voir ça à travers le scoop d'Axios. Exactement. Donc, on va continuer dans cet article-là. Et d'abord, on nous apprend que avant d'arriver là, il y a une autre nécessité. Avant de venir prendre le contrôle de Karg, il va falloir affaiblir les défenses iraniennes. Pas forcément les défenses iraniennes à Karg, parce que vu la taille, il y en a très peu, mais comme je vous ai dit, c'est entre 20 et 30 km de la côte. Donc, il va falloir bombarder encore pendant 1 mois. Donc, on n'est plus dans le délai des fameuses 4 semaines, 6. Donc, on dit, voilà, non, il va falloir continuer. Et au bout d'1 mois, ce qui en plus va permettre, je vous ai dit, c'est plutôt mi-avril que le deuxième bateau qui est parti, le Boxer, qui est parti de San Diego, arrivera sur les lieux en disant, bah voilà, il faut qu'on affaiblisse encore plus les Iraniens. Et puis, regardez, il faut prendre l'île and get them by the balls and use it for negotiation. Et donc, du coup, on va les tenir par les couilles, c'est comme ça, et du coup, on va pouvoir l'utiliser pour les négociations. C'est le plan de sortie de Donald Trump. Donc là, on parle vraiment d'une opération, comme tu as dit, qui va prendre du temps parce qu'il y a plusieurs étapes de frappe, d'activité sur le terrain. On sait que l'Iran ne va pas se laisser faire de ce côté, mais on se dit, d'accord, pour finir la guerre, il faut avoir le contrôle du détroit d'Ormuz. Et pour avoir le contrôle du détroit d'Ormuz, il faut trouver une manière d'affaiblir et les avoir dans une situation où ils doivent négocier avec nous. Il faut prendre l'île qui a la plus de valeur pour eux. Exactement. Et donc, dans cette bataille stratégique, non seulement on ne parle pas de la réaction des Iraniens, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas la même logique, c'est ce que Pape mettait en avant. Et la deuxième chose, c'est comment, vous avez vu la carte, comment on arrive jusqu'à Karg pour libérer Hormuz. Il faut passer par Hormuz. Donc, c'est un des enjeux vraiment les plus critiques de cette opération-là. Mais on va continuer dans l'article de Axios parce que cet article explique que du côté de Donald Trump, et c'est pour ça que ça fait sourire, du moins sourire, je ne sais pas si c'est bon, le bon terme, c'est ces messages sur Truth Social en disant que Trump veut que Hormuz soit ouvert et que s'il doit prendre Karg Island pour que ça se passe, il le fera. Ouais. Et s'il doit avoir une invasion de toute la côte, ça se passera. Donc, de dire, voilà, si c'est la volonté américaine, cette escalade aura lieu. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Donc, en 2016, la stratégie de Trump, c'était « grab her by the », et maintenant, c'est la stratégie militaire, c'est ça? Okay. Non, mais quand on regarde aussi la communication de Trump et le compte Trump pour cette bataille, c'est vraiment ce truc de juste dire « on va mettre un message fort pour les Américains », pendant qu'en fait, on n'a pas de plan, parce que même là, pour l'île de Karg, je disais « OK, Karg, c'est cool, mais pour y arriver, il n'y a pas de chemin. » Non, et regardez ça. Tu fais bien de le signaler, attends juste 2 secondes, c'est que on en revient, c'est un sujet qu'on va détailler demain. J'ai des documents assez exceptionnels à vous montrer sur l'ADN de Trump, cette histoire de force et de faiblesse, et de se dire, voilà, il faut que je projette de la force, il faut que j'aille les tenir par quelle que soit la partie de leur corps. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est même pas une bonne idée. Vas-y Thomas, tu voulais nous parler. Vous étiez plusieurs dans le chat à dire mais l'Iran va s'attendre à ça, l'Iran va préparer ça, que ce soit de piéger l'île ou à mettre des troupes ou de changer leur manière de contrôler le pétrole. Mais regardez, là on a des militaires américains qui leur disent ben voilà, c'est ça, c'est qu'en premier, c'est un risque qui n'est pas nécessaire pour des troupes américaines qui vont être, que ce soit pour passer par le détroit d'Ormuz ou aller prendre une île qui vont être mis à risque. Vous pouvez appeler ça boots on the ground ou pas, c'est un risque
pour les Américains. Et l'autre chose, c'est qu'il dit, si on prend l'île de Karg, eh ben de leur côté, ils peuvent quand même contrôler. Vous avez vu dans la vidéo tous ces tuyaux de pétrole qui passaient à l'île et dire ok, ben on va arrêter d'envoyer tout vers cette île et essayer de reprendre le contrôle de notre production de pétrole de cette manière-là. Ouais, parce que ce qui est le plus troublant, c'est qu'en fait, il existe d'autres manières pour les Iraniens. Ils ont évidemment, depuis des années qui se préparent à ce conflit, ils ont très rapidement identifié que Karg était une faiblesse dans leur plan. Et donc, il y a d'autres possibilités de le faire et qui amèneraient les États-Unis, du coup, à se dire bon, on doit aller contrôler la totalité de la côte. On sait que malgré les restrictions, il y a du pétrole, par exemple, qui part pour la Chine, et tout ce pétrole-là, il part de bases fantômes. Donc, il ne part pas que de Karg. Mais Donc là, on est dans du escalation trap, parce qu'après avoir pris Karg, donc il faudra aller prendre la côte. Ouais. Après la côte, voilà. Donc, l'idée... On apprend qu'on parle désormais, et c'est fou parce que c'est les termes qui ont été utilisés par les républicains qui passent sur Fox News, on parle désormais d'occupation de l'île. On a évidemment d'autres scénarios où on parle d'un blocus naval, mais on se dit que la source la plus efficace, le plan le plus efficace, c'est de venir occuper l'île, donc sans la détruire. On voit que le Pentagone essaye même de trouver des excuses internationales en termes de droit pour ne pas être accusé, m'être mis au banc des nations en disant que c'est une occupation illégale. Donc on travaille sur ça, c'est toujours dans Axios. Et que donc, évidemment, on revient sur le nombre possible. Le nombre possible... Le nombre nécessaire de soldats pour faire cette opération revient à différents scénarios. Et on va justement faire une petite pause et regarder ces différents scénarios autour de Karg et d'où l'inspiration de ces scénarios arrive. À tout de suite.